vous êtes là, les sixièmes. Non mais, aujourd'hui, on ne va pas faire court. Je n'ai pas le cœur à cela. Regardez. La nature est triste. Tout est gris. Et pâle et blême. Tout est triste et quelqu'un est parti. Vendredi. Alors, revenez une prochaine fois, je ferai court quand on aurait envie. Quoi? Ah, vous me dites qu'il est possible de retrouver la joie, comme Robinson, à la fin du récit? Ah oui, quand d'un seul coup, mais oui, la nature revit, le soleil revient, les fleurs s'ouvrent, tout redevient merveilleux. Mais alors, comment fait-on? Ah, d'accord, alors, d'accord, je veux bien faire la séance. Cette séance nous permet de comprendre une simple chose, c'est comment retrouver la joie après la tristesse. D'accord, faisons cela comme ça. Alors à tout de suite. Ah, rebonjour les sixièmes, nous voilà dans notre 8e séance de cette séquence, dirons-nous la dernière qui nous permettra de terminer, d'achever l'aventure entre Vendredi et Robinson, notre texte 4 donc. Mais avant cela et avant que je vous en explique exactement ce que nous allons en retirer, eh bien, regardons notre plan de séquence. Ici, vous voyez que nous nous étions arrêtés sur les figures de style, suite justement au texte 3 qui nous avait montré comment Vendredi savait s'amuser avec la langue face à l'instruction stricte de Robinson. Et aujourd'hui, nous allons traiter du dernier chapitre que j'ai intitulé « De vendredi à dimanche ». Alors, évidemment, je vais insister sur deux aspects. D'abord, sur ce qu'est la description dans un récit. Très souvent, vous entendez des personnes adultes dire, lorsqu'elles ont lu un roman, « Oh, j'ai moins aimé parce que les descriptions étaient trop longues ». Eh bien, vous allez voir que finalement, les descriptions servent à quelque chose. Elles servent à nous annoncer un certain nombre d'événements probablement qui vont se produire et nous ferons un rapprochement, vous allez voir, avec le cinéma. Mais nous allons donc étudier la valeur des descriptions. Il ne s'agit pas simplement de faire beau, quoique ça y participe, mais en même temps, nous allons voir que cela nous permet d'avoir un certain nombre d'informations capitales sur le récit. Le deuxième aspect, la deuxième chose que je voudrais maintenant que l'on retienne bien, nous l'avons déjà vu au cours de l'année, cette fois-ci nous la confirmons, c'est la notion de champ lexical. Vous allez entendre ça tout au long de votre scolarité, lorsque vous étudierez des textes littéraires en français. Le champ lexical, vous en avez une idée, mais pourquoi parle-t-on de champ lexical et à quoi cela sert-il? Eh bien, pour l'instant, nous allons entrer au cœur de notre texte 4 et dernier, le chapitre 35, soit la fin du récit de Vendredi ou la vie sauvage, et nous allons corriger aussi les questions que je vous avais demandé de traiter dans la dernière fiche que je vous ai envoyée. À tout de suite.
Alors, vous voyez que notre objectif ici, ce sera de comprendre la valeur d'une description dans un récit et puis reconnaître un champ lexical. Savoir interpréter un texte, cela va de soi. Cela reste un objectif et on continuera, lorsque nous corrigerons les questions, à bien analyser, remarquer, identifier la manière dont on rédige une réponse. Pour l'instant, commençons par notre affaire de description et de champ lexical. D'abord, vous allez voir que fréquemment, on vous demande de relever un champ lexical dans un texte. Alors, un champ lexical, ce n'est pas très compliqué, il s'agit de relever des mots qui appartiennent à un même thème. Si par exemple, je vous parle dans un texte du champ lexical de la nature, vous allez devoir relever tous les mots qui appartiennent à l'idée, au thème de nature. Par exemple, pour la nature, on pourra trouver animal, on pourra trouver arbre, on pourra trouver fleurs, on pourra trouver prairie, etc. C'est le champ lexical de la nature. Alors, pourquoi chercher à définir un champ lexical dans un texte littéraire? Eh bien parce que celui-ci va vous permettre d'en définir le thème, c'est-à-dire de quoi parle le texte. Si vous relevez un certain nombre de mots appartenant au champ lexical de la nature, vous pourrez dire à votre professeur, eh bien, un des thèmes, une des choses qui est importante dans ce texte, et un des thèmes qui domine, eh bien, c'est la question de la nature. Vous voyez? Si on vous parle du champ lexical de la tristesse dans un texte, de mots qui tournent autour de cela, eh bien, cela veut dire que un des thèmes dominants de ce texte, eh bien, c'est la tristesse. Donc, relever des termes d'un champ lexical vous permet tout de suite de circonscrire, de localiser ce dont le texte va nous parler. Voilà pour le champ lexical. En ce qui concerne la description, eh bien, on parle souvent d'un grand écrivain qui s'appelle Balzac du 19e siècle, qu'on n'étudiera pas en 6e, mais dont on dit souvent « Ouh là là, qu'il est ennuyeux à mourir parce que ses descriptions s'étalent sur des pages et des pages. » Mais une description, ça ne vient jamais de manière hasardeuse. Une description, voilà comment comprendre sa raison, son enjeu. Eh bien, c'est comme une petite musique de film lorsque un événement va se produire. Je vous donne un exemple. Prenez cette musique de suspense, écoutez. Quand vous entendez ça dans un film, il ne s'est rien encore passé et pourtant vous sentez que cette musique est en train de vous révéler qu'un événement inquiétant va se produire. Vous y êtes préparé. Eh bien, la description dans un roman, c'est la même chose. Si, et on va le voir dans cet extrait de vendredi, la description, eh bien, nous montre un petit peu l'intérieur, les émotions de Robinson. Je reprends un autre exemple. Imaginez une petite musique douce. Eh bien, vous savez, lorsque vous regardez un film, que cette musique douce implique que nous allons assister à une scène où les personnages sont heureux, où tout va bien, où tout est normal. Alors voilà pourquoi la description est importante. Ne la négligez pas. Lisez-la comme une petite musique de fond dans les films. Et dites-vous, ah, si la description est positive, on sent que les événements vont être positifs, où il se passe quelque chose d'important et d'agréable. Si en revanche la description paraît négative, parfois même comique, eh bien,
c'est qu'il va se passer quelque chose, soit d'inquiétant, soit de drôle. Vous voyez? C'est à cela que sert la description. Eh bien, nous allons voir dans notre chapitre 35 et dernier de vendredi, exactement ce principe se révéler devant nous. Bien, voilà pour les deux notions de champ lexical et voilà pour la notion de description. Maintenant, nous allons faire un bref résumé et contextualiser notre texte. Nous allons le lire et nous répondrons aux questions pour vérifier que ce que je viens de vous dire en guise d'observation est bien vrai. À tout de suite. Alors, la dernière fois que nous avions vu Robinson et Vendredi, c'était cette leçon qui montrait, d'anglais, qui montrait que longtemps Robinson avait été très strict à l'égard de Vendredi et que petit à petit, il allait quand même se laisser influencer par la manière de vivre de Vendredi. Et tout va changer. Ils vont apprendre à vivre ce qu'est la vie, j'allais dire, naturelle, sauvage, etc. Mais voilà, enfin, un bateau arrive, le White Bird. À l'intérieur du White Bird, lorsque Vendredi le découvre, il a l'impression d'avoir affaire à un énorme jouet. Il aime le bateau. Et, en revanche, Robinson, lui, commence à comprendre qu'il a envie de rester sur l'île, qu'il ne veut pas quitter Speranza, qu'il s'y trouve heureux. Alors, après un repas chargé avec le capitaine du White Bird, ils vont conclure un pacte. Le capitaine ne parlera jamais de cette île qui ne se trouve sur aucune carte, de façon qu'aucun bateau plus jamais ne revienne. Très bien. Le capitaine est d'accord. Il partira le lendemain, tôt à l'aube. Le chapitre dernier et 35 nous montre Robinson se réveillant le matin après sa discussion avec le capitaine du White Bird. L'atmosphère est grise et il va découvrir, chose terrible, que Vendredi n'est plus là, que Vendredi a quitté l'île et qu'il est sur le bateau. La douleur va être énorme. Robinson ne s'attend pas à l'ultime rencontre qu'il va faire et qui va lui permettre de changer complètement de philosophie de vie. Et ce chapitre nous montre comment l'on passe parfois de la plus profonde des douleurs à la plus grande des joies. Autrement dit, après la pluie, le beau temps. Lecture du texte. L'aube était pâle encore quand Robinson descendit de son araucaria. Il détestait les heures tristes et blêmes qui précèdent le lever du soleil, et il avait l'habitude d'attendre ses premiers rayons pour se lever. Quant à Vendredi, il faisait toujours la grasse matinée. Mais cette nuit-là, il avait mal dormi. C'était sans doute ce repas indigeste qu'il avait pris à bord du White Bird, ces viandes, ces sauces et ce vin qui lui avaient donné un sommeil lourd, entrecoupé de réveils brusques et de cauchemars. Il fit quelques pas sur la plage. Comme il s'y attendait, le White Bird avait disparu. L'eau était grise et le ciel décoloré. Une rosée abondante alourdissait les plantes. Les oiseaux observaient un silence de mort. Robinson sentit une grande tristesse l'envahir. Dans quelques minutes, dans une heure au plus, le
le soleil se lèverait et rendrait la vie et la joie à toute l'île. En attendant, Robinson décida d'aller regarder Vendredi dormir dans son hamac. Il ne le réveillerait pas, mais sa présence le réconforterait. Le hamac était vide. Ce qui était plus surprenant, c'était la disparition des menus objets dont Vendredi agrémentait ses siestes. Miroirs, flageolets, sarbacanes, fléchettes, plumes, balles, etc. La chevrette Anda avait disparu elle aussi. Une peur panique envahit brusquement Robinson. Et si Vendredi était parti avec le Whitebird? Il courut vers la plage. L'aïeul et la vieille pirogue étaient là, tirés sur le sable sec. Si Vendredi avait voulu rejoindre la goélette anglaise, il aurait emprunté l'une de ces deux embarcations et il l'aurait abandonnée en mer ou hissé à bord. Pourquoi aurait-il fait cette traversée nocturne à la nage? Alors, Robinson commença à battre toute l'île en appelant Vendredi. Il courut d'une plage à l'autre, des falaises aux dunes, de la forêt au marécage, du chaos rocheux aux prairies, de plus en plus désespéré, trébuchant et criant, de plus en plus convaincu que Vendredi l'avait trahi et abandonné. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, il se souvint de l'admiration de Vendredi pour le beau bateau blanc, et comme il se balançait heureusement en riant d'une vergue à l'autre au-dessus des flots. C'était cela. Vendredi avait été séduit par ce nouveau jouet, plus magnifique que tous ceux qu'il avait construits lui-même dans l'île. Pauvre Vendredi. Car Robinson se souvenait aussi des horribles détails que Joseph II lui avait donnés sur la traite des Noirs qui se pratiquait entre l'Afrique et les plantations de coton d'Amérique. Sans doute, le naïf indien était-il déjà au fond de la cale du Whitebird, dans le fer des esclaves. Robinson était accablé de douleur. Il continuait ses recherches, mais il ne trouvait que des souvenirs qui achevaient de lui crever le cœur. La harpe éolienne et le cerf-volant, brisés par les hommes de la goélette. Et tout à coup, il sentit quelque chose de dur sous ses pieds. C'était le collier de Taine, rongé par les moisissures. Alors, Robinson appuya son front contre le tronc d'un eucalyptus et il pleura toutes les larmes de son corps. Quand il releva la tête, il vit à quelques mètres de lui une demi-douzaine de vautours qui l'observaient de leurs petits yeux rouges et cruels. Robinson voulait mourir, les vautours l'avaient deviné. Mais justement, il ne voulait pas que son corps fût déchiqueté par les charognards. Il se souvint du fond de la grotte où il avait passé de si bonnes heures. Sans doute l'explosion avait bouché l'entrée de la grande caverne, mais il se sentait si diminué, si faible et rapetissé qu'il était bien sûr de trouver un passage, une fente entre deux blocs. Alors, il descendrait tout au fond du trou qui était doux et tiède. Il se raccroupirait, la tête sur les genoux, les pieds croisés, et il oublierait tout. Il s'endormirait pour toujours, à l'abri des vautours et des autres animaux. Il s'achemina donc à petits pas vers le chaos rocheux qui se dressait à la place de la grotte. À force de chercher, il trouva en effet une ouverture étroite comme une chatière, mais il était tellement recroquevillé par le chagrin qu'il était sûr de pouvoir s'y glisser. Il passa la tête à l'intérieur pour essayer de voir si le passage conduisait bien au fond de la grotte. À ce moment-là, il entendit quelque chose qui remuait à l'intérieur. Une pierre roula, Robinson recula. Un corps obstrua la fente et s'en libéra par quelques contorsions. Et voici qu'un enfant se tenait devant Robinson, le bras droit replié sur son front pour se protéger de la lumière ou en prévision d'une gifle. Robinson était abasourdi. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda-t-il.
Je suis le mousse du Whitebird, répondit l'enfant. Je voulais m'enfuir de ce bateau, j'étais malheureux. Hier, pendant que je servais à la table du commandant, vous m'avez regardé avec bonté. Ensuite, j'ai entendu que vous ne partiez pas. J'ai décidé de me cacher dans l'île et de rester avec vous. Et vendredi, as-tu vu vendredi ? Insista Robinson. Justement, cette nuit, je m'étais glissé sur le pont et j'allais me mettre à l'eau pour essayer de nager jusqu'à la plage, quand j'ai vu un homme aborder en pirogue. C'était votre serviteur métis. Il est monté à bord avec une petite chèvre blanche. Il est entré chez le second qui paraissait l'attendre. J'ai compris qu'il resterait sur le bateau. Alors, j'ai nagé jusqu'à la pirogue et je me suis hissé dedans. Et j'ai pagayé jusqu'à la plage. C'est pour cela que les deux bateaux sont là, s'exclama Robinson. Je me suis caché dans les rochers, poursuivait le mousse. Maintenant, le Whitebird est parti sans moi et je vivrai avec vous. Viens avec moi, lui dit Robinson. Il prit le mousse par la main et contournant les blocs, il commença à gravir la pente menant au sommet du piton rocheux qui dominait le chaos. Il s'arrêta à mi-chemin et regarda son nouvel ami. Un pâle sourire éclaira le visage maigre, semé de taches de rousseur. Il ouvrit la main et regarda la main qui était blottie. Elle était mince, faible, mais labourée par les travaux grossiers du bord. Du haut du piton rocheux, on voyait toute l'île qui était encore noyée dans la brume. Sur la plage, le canot et la pirogue commençaient à tourner, atteints par les vagues de la marée montante. Très loin, au nord, sur la mer, on distinguait un point blanc qui fuyait vers l'horizon. Le Whitebird. Robinson tendit le bras dans sa direction. « Regarde-le bien, dit-il. Tu ne verras peut-être jamais plus cela. Un navire au large des côtes d'Esperanza. » Le point s'effaçait peu à peu. Enfin, il disparut. C'est alors que le soleil se leva. Une cigale chanta, une mouette se laissa tomber sur l'eau et se leva à grands coups d'aile, un petit poisson dans le bec. Les fleurs ouvraient leurs calices les unes après les autres. Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le regonflaient. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Il avait maintenant ce petit frère dont les cheveux, aussi rouges que les siens, commençaient à flamboyer au soleil. Ils inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds. « Comment t'appelles-tu » demanda Robinson au mousse. « Je m'appelle Jean Neljapaev. Je suis né en Estonie, ajouta-t-il comme pour excuser ce nom difficile. Désormais, lui dit Robinson, tu t'appelleras Dimanche. C'est le jour des fêtes, des rires et des jeux, et pour moi, tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. Alors, première partie, la douleur. Robinson se réveille sur l'île et vous n'avez entendu personne. Vendredi est parti. Inquiétude importante parce qu'il craint, nous sommes à l'époque où l'esclavage existe, il craint que vendredi soit plus tard rendu à l'état d'esclave, lui qui était libre. Je vous ai demandé, dans une première question, ceci. Dans les 2 premiers paragraphes, le narrateur nous suggère que l'atmosphère est triste. Citez dans la description de la nature les phrases qui le montrent. Alors oui, cela pourrait nous apparaître indifférent au départ. On se dit qu'effectivement,
la nature est à son éveil, tout est gris, triste peut-être, mais triste, pourquoi triste? La nature est, si j'ose dire, en dehors de ces questions de tristesse ou de bonheur, sauf si on fait des figures de style. Mais on constate en fait que Robinson ressent quelque chose, comme s'il avait peut-être d'ores et déjà deviné que vendredi allait partir, vu la joie qu'il avait trouvée sur le bateau. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ici, la description de la nature, triste, reflète l'intériorité, les émotions de Robinson. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Cette description, c'est la petite musique qui nous indique que quelque chose de triste est déjà présent. Et on le découvre lorsque Robinson va s'apercevoir qu'en effet, vendredi est parti. Alors, je vous propose de lire la réponse que j'ai rédigée pour vous, et après, nous pourrons essayer encore d'en commenter un ou deux aspects. Dans les deux premiers paragraphes, la description de la nature nous suggère que l'atmosphère est triste. Par exemple, le narrateur raconte que l'aube était pâle, page 158, que les heures qui précèdent le lever du soleil sont tristes et blêmes. Plus encore, il précise que l'eau était grise et le ciel décoloré, et même que les oiseaux observaient un silence de mort. Personnification. Donc, cette description reflète bien l'état d'esprit de Robinson, qui sentit une grande tristesse l'envahir. Et conclusion, la description agit bien comme une musique de fond dans un film qui annonce l'arrivée d'un événement important. La douleur est terrible pour Robinson, d'autant qu'il redécouvre l'ensemble des objets de vendredi comme des souvenirs de lui alors qu'il n'est plus là. La douleur est terrible. Il a le cœur brisé. Et plus encore, ironie du sort, il découvre sous les déjà moisis l'ancien collier de Taine, ce qui lui rappelle qu'il a perdu non seulement vendredi et Taine. Ici, la douleur est trop forte. À cet égard, je vous demandais justement de relever les termes du champ lexical de la tristesse afin de montrer qu'en effet, c'est bien un des thèmes dominants ce passage, ces deux premiers paragraphes. Alors je précise, si je ne l'avais dit encore, un champ lexical, c'est une suite de mots. Ce ne sont pas des phrases, ce ne sont parfois un ou deux mots lorsque c'est une expression, mais c'est mot à mot le champ lexical. Si vous avez mis 3 mots, déjà ça ne va pas. Je vous en donne un exemple à travers la réponse que j'ai rédigée pour cette deuxième question. Lorsqu'il s'agissait de relever les termes du champ lexical de la tristesse, voici ce que j'ai écrit. Les termes du champ lexical de la tristesse sont nombreux. Pâle, triste, blême, grise, décoloré, mort, etc. Vous voyez que chacun de ces termes, je les ai mis entre guillemets pour bien préciser qu'ils sont dans le texte, que je ne les invente pas, que ce n'est pas moi qui crée mon propre champ lexical. C'est dans la description, ce champ lexical ici est dominant. Et je précise quelle est la page. Alors attention, si vous n'avez que 2 mots qui appartiennent à un même thème, on n'a pas là un champ lexical. Il en faut 3, 4, 5. Je dirais, en dessous de 3, ça ne va plus. Alors, après, lorsqu'on vous demandera de relever des termes du champ lexical, eh bien c'est comme pour les figures de style. Vous devez donner une petite conclusion, vous devez expliquer pourquoi
sa présence est là. Ça ne suffira pas de préciser qu'il y a un champ lexical si vous n'interprétez pas sa forte présence. Globalement, vous pourrez dire, ça veut dire que le thème dominant, c'est la tristesse. Ça nous aide. Cette forte présence montre que le thème principal en ce début de chapitre est la douleur. Le lecteur sent que quelque chose d'inquiétant se prépare, qu'à travers cette description triste, on sait déjà à ce moment-là que quelque chose de terrible et de douloureux va se produire. Bien. Robinson était accablé de douleur, nous dit le narrateur. Dans son désespoir, que décide-t-il de faire? Et pourquoi? En fait, il a découvert que Vendredi était parti. Robinson cherche partout dans l'île. Vendredi est introuvable. Il comprend qu'il est parti sur le bateau. Il découvre les objets et de Vendredi et de Thème. Et la douleur est immense, immense. Quand une telle douleur est présente, l'envie de disparaître est forte. Il veut mourir. Et là aussi, la description nous précise que les vautours voudraient bien le manger puisqu'ils ont découvert qu'il allait se laisser mourir, mais il n'en est pas question. Alors il a l'idée de sa grotte, là, à l'endroit où il se réfugiait lorsqu'il était extrêmement triste, et se dit peut-être qu'il arrivera de nouveau à y entrer et à s'y réfugier définitivement. Voilà ce qui lui arrive, voilà ce qui arrive parfois lorsque la douleur est trop forte. On a un sentiment d'abandon. On veut tout, comme dit l'expression familière, tout laisser tomber. Voyons la réponse. Lorsqu'il découvre que Vendredi s'en est allé, Robinson ressent une vive douleur. Il retrouve les nombreux objets ayant appartenu à son ami et même l'ancien collier de Thème. Alors, citation, Robinson appuya son front contre le tronc d'un eucalyptus et il pleura toutes les larmes de son corps. Sa souffrance est telle que, se sentant abandonné, le lecteur comprend qu'il veut retrouver le fond de sa grotte pour s'y laisser mourir. En effet, ce que le narrateur nous dit, alors il descendrait tout au fond du trou qui était doux et tiède, il s'accroupirait la tête sur les genoux, les pieds croisés, et il oublierait tout, il s'endormirait pour toujours à l'abri des vautours et des autres animaux. Voilà. C'était le temps de la douleur. C'est le temps où on veut tout laisser tomber. Mais ce n'est pas la fin du récit. Soufflons un nouvel éveil à la joie de vivre. Quand tout nous semblait perdu, quand nous n'avions plus d'espoir, quelque chose peut encore renaître. Tel est le message. Ne sombrons pas au chagrin et à la tristesse. Sachons les surmonter, même quand cela nous paraît difficile. Et en effet, lorsqu'il veut retourner dans la grotte, Robinson découvre le jeune mousse qu'il avait vu sur le bateau, le Whitebird. Ah, mais que fait-il là? On l'avait vu déjà. Sur le Whitebird, les marins n'étaient pas très gentils et ils frappaient ce jeune mousse. Et lui a été comme ça, séduit par la gentillesse de Robinson qui, lui, le respectait. Alors, quelle envie a-t-il eu? Eh bien, c'était de retrouver l'île Speranza pour rester avec celui
qui le respectait et ne lui faisait aucun mal. Et c'est là où tout bascule dans ce chapitre. On passait de la grande tristesse pour en arriver à la nouvelle joie. Ce garçon se nommera Dimanche. Nous allons voir pourquoi. Reprenons le fil de nos questions. Je vous demandais justement, dans la première question de cette deuxième partie, ici, quand Robinson montre au jeune Mousse le Whitebird qui disparaît au loin, le narrateur nous décrit au même moment la nature. Cette description est-elle similaire à celle du début du texte quand Robinson se réveillait? Citez un ou deux passages et expliquez pourquoi. Alors évidemment, quand Robinson montre le Whitebird qui s'éloigne au loin, d'un seul coup, le narrateur nous explique que le soleil revient, que les fleurs éclosent, que d'un seul coup les cigales chantent, que quelque chose revient, regonfle dans le cœur de Robinson. Autrement dit, là encore, vous voyez, c'est une musique, c'est la petite musique ici de la description heureuse et qui nous montre que justement il se passe quelque chose dans l'intériorité de Robinson. La joie qui revient. Il n'est pas seul, il y a quelqu'un avec lui. La tristesse, c'était la profonde solitude dans laquelle il allait rester. La joie, c'est d'avoir trouvé quelqu'un pour partager le bonheur de vivre sur l'île Speranza. Alors, analysons cela. Quand Robinson montre au jeune Mousse le Whitebird qui disparaît, le narrateur nous décrit la nature en ces termes. C'est alors que le soleil se leva, une cigale chanta, les fleurs ouvraient leurs calices les unes après les autres. Cette description ne ressemble en rien à la description du début du chapitre dans les 2 premiers paragraphes. Cette description donc encore une fois, comme une musique de film, la description reflète les émotions intérieures de Robinson, qui sentait la vie et la force qui entrait en lui et le regonflait. On a une métaphore, hein, parce qu'elle ne gonfle pas physiquement. C'est son cœur qui reprend, qui retrouve la joie. Et donc, à cet égard, je vous demandais également, puisque dans la première description, c'était la tristesse qui dominait le champ lexical, les mots qui appartenaient au champ lexical de la tristesse dominaient. Mais alors ici, on suppose que ce qui va dominer, c'est le champ lexical de la joie. Y avait-il des termes qui désignaient le champ lexical de la joie? Bien sûr, et on l'interprétera. En effet, les termes du champ lexical de la joie sont nombreux. Vie, joie, soleil, victoire, fête, rire, jeu, etc. Voyez bien que le thème de la joie domine. Cette forte présence montre que le thème principal en cette fin de chapitre, c'est le bonheur. Que le lecteur sent que quelque chose de nouveau va s'installer et que cela se passera du côté de la joie, car c'est une décision ferme de Robinson. Maintenant qu'il a appris la vie sauvage et l'insouciance, il n'y a plus de raison d'être triste. Nous allons donc pouvoir conclure. Nous allons donc pouvoir conclure notre récit en partant d'une ultime question. Je vous demandais, pour la 3e question, quelle décision définitive prend Robinson à la fin du récit? Le pire, c'est de reproduire les mêmes erreurs. Donc, Robinson, qui a tiré des leçons de son aventure avec Vendredi, ne va pas reproduire ce qu'il a fait avec Vendredi et qui les a rendus bien souvent malheureux. Non. Cette fois-ci, il se retrouve avec le jeune Mousse et il n'a qu'une envie, c'est lui apprendre la joie de vivre. En quelque sorte,
jeune mousse va hériter de Vendredi. C'est l'héritage de Vendredi dont on sent qu'il va prolonger la suite du récit. Nous, on ne l'aura pas, il faudra qu'on l'imagine, mais on sait que Robinson a appris la vie sauvage, l'innocence, l'insouciance, le fait de ne plus être trop strict avec les choses, et que cela lui permettait de trouver une certaine joie de vivre. Alors, c'est l'occasion. Et cette joie de vivre, eh bien, elle veut la partager avec le jeune mousse qui, lui, était aussi malheureux. Et la fin de ce récit nous suggère que la suite ne sera que bonheur. Regardons la réponse à la question. Le roman s'achève sur les paroles de Robinson au jeune mousse. Désormais, lui dit Robinson, tu t'appelleras dimanche. C'est le jour des fêtes, des rires et des jeux. Et pour moi, tu seras pour toujours l'enfant du dimanche. Page 166. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de colère, d'apprentissage sévère, d'organisation stricte ou d'ordre donné, mais la mise en œuvre de l'héritage de Vendredi, l'innocence et la joie naturelle de vivre. Le lecteur comprend maintenant pourquoi ce récit s'est attaché à nous parler principalement de Vendredi. Voilà, c'en est terminé. Nous avons parcouru plusieurs semaines un peu ce roman. Nous avions vu qu'il ne s'agissait pas tant de s'attacher à la figure de Robinson que de voir comment Robinson allait être transformé grâce au personnage capital que représentait Vendredi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce roman, de ce récit? Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend principalement que l'on peut être triste, que c'est naturel, que c'est normal, que l'on peut aussi un jour prendre une décision ferme, celle de dépasser sa tristesse, celle d'en revenir à quelque chose de naturel, propre à la vie, qui est le bonheur. Ce n'est pas facile, le bonheur ça se construit, ce n'est pas définitif, il y aura toujours des moments parfois de tristesse, mais telle est la leçon. On peut toujours la surmonter. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la leçon que l'on voudra retenir de la joie de vivre de Vendredi. Nous en arrivons et nous concluons notre séance. Voilà, donc nous avons vu aujourd'hui l'aspect, j'allais dire, moral du roman, hein, celui qui concerne la manière de surmonter la douleur et la tristesse. Et puis nous avons vu le côté un peu plus formel, comment ça s'organise, une description, et ce qu'était un champ lexical. Un champ lexical, vous ai-je dit, c'est une sorte d'énumération de mots qui viennent montrer quel est le thème dominant de tel ou tel passage dans un récit. La description n'est pas à négliger. Dans une rédaction, c'est même parfois ce qu'il y a de plus dur pour un élève. Les dialogues, c'est facile. La description, c'est là où commence l'art littéraire. C'est-à-dire que dans votre description, vous ne devrez jamais oublier qu'en fait, vous allez composer la petite musique de votre récit. Cette petite musique, comme dans un film, qui va indiquer à votre lecteur ce qui est en train de se passer, ou même ce qui va se dérouler. Donc une description, c'est comme un tableau musical. Vous voyez, je fais des figures de style. C'est donc comme un tableau musical que l'on doit aussi interpréter. Parfois, on peut trouver ça ennuyeux, mais cela dépendra d'une seule chose, c'est du talent de l'écrivain. Mais nous en reparlerons encore et encore. À bientôt les 6e.